Et si je vous disais qu'un homme a été condamné à mort pour avoir dévoré une fillette de 10 ans et qu'au moment de mourir, il a remercié son bourreau? Ce n'est pas une légende urbaine. C'est l'histoire vraie du premier grand cannibale reconnu officiellement par la justice américaine. Restez jusqu'au bout, parce que la façon dont on l'a capturé tient du miracle. Et avant ça, abonnez-vous. On raconte ce genre d'histoire chaque semaine ici sur Le Criminaliste Nocturne. Washington, 1870. Un vieil homme de 75 ans épouse une femme qui a 43 ans de moins que lui. De cette union naît un petit garçon prénommé Hamilton. Personne, à l'époque, ne pouvait deviner que cet enfant deviendrait l'un des tueurs les plus effroyables du XXe siècle. Mais la suite va vous glacer le sang. 5 ans plus tard, le père meurt d'une crise cardiaque en pleine rue. La mère, sans ressources, doit se résoudre à placer son fils dans un orphelinat. Et c'est là que tout bascule. Dans cet établissement, les châtiments corporels sont monnaie courante. Le petit garçon découvre alors quelque chose d'inavouable. La douleur lui procure du plaisir. Une réaction physique qu'un enfant de 8 ans ne devrait jamais connaître et qui va façonner tout le reste de sa vie. Mais ce n'est que le début. À 12 ans, il a déjà une relation avec un adolescent du quartier. Peu après, il fréquente assidûment les bains publics où il observe les garçons les plus jeunes, ceux qui n'ont pas encore 10 ans. En 1890, il quitte Washington pour New York. Et c'est à ce moment précis qu'il abandonne le prénom qu'il déteste, Hamilton, pour adopter celui sous lequel il entrera dans l'histoire, Albert Fish. À New York, les enfants des rues, ceux que personne ne recherche, deviennent ses proies silencieuses. Sa mère, inquiète sans savoir pourquoi, le pousse au mariage. 6 enfants naissent de cette union. Mais un mariage et une famille ne suffisent pas à éteindre ce qui couve en lui. En 1903, une affaire de vol le conduit derrière les barreaux de la tristement célèbre prison de Sing Sing. Et dans cet enfer carcéral, il devient une figure populaire, pour des raisons qu'on préfère à peine évoquer. Libéré en 1905, il se fait discret, trop discret. Parce qu'en réalité, il continue. En 1910, un garçon de 10 ans disparaît dans le Delaware. 9 ans plus tard, un enfant handicapé mental est retrouvé sans vie en Virginie. Et pourtant, à chaque fois, la police ne fait aucun lien. Personne ne cherche encore ce genre de monstre. Un petit garçon de 8 ans, aperçu pour la dernière fois en compagnie d'un vieil homme maigre à la moustache grise, s'évapore. La police invente un surnom pour ce suspect fantôme, l'homme gris. Mais l'enquête tourne court. 3 ans plus tard, un enfant de 4 ans disparaît à son tour, sous les yeux de son petit camarade de jeu, qui décrira ce même inconnu comme étrangement rassurant, presque féerique, avec cette moustache grise qu'il aura même eu le droit de toucher. Un détail qui, aujourd'hui, ferait dresser l'oreille à n'importe quel enquêteur. Mais nous sommes dans les années 1920 et personne ne fait le rapprochement. Et voici que tout va basculer vers l'affaire qui rendra ce nom tristement célèbre. Juin 1928. Un jeune homme de 18 ans publie une annonce pour trouver du travail à la campagne. Un vieil homme de 58 ans se présente chez lui. Mais ce n'est pas le jeune homme qui attire son attention. C'est sa petite sœur de 10 ans. Sous le nom d'emprunt de Frank Howard, fermier respectable, l'homme convainc les parents de la laisser l'accompagner à une fête de famille. Elle ne reviendra jamais. Et pendant 6 ans, plus aucune nouvelle. 6 longues années de silence absolu. 6 ans et demi après cette disparition, la mère de la fillette reçoit une lettre anonyme. Une lettre qui va glacer d'effroi jusqu'aux enquêteurs les plus aguerris. Dans ce courrier, l'auteur raconte, sous couvert d'une prétendue anecdote survenue en Chine des années plus tôt, ce qu'il a réellement fait à l'enfant. Il détaille l'avoir attiré dans une maison abandonnée, l'avoir tué, puis avoir mis plusieurs jours à consommer son corps. Ce texte reste aujourd'hui l'une des confessions les plus effroyables jamais rédigées par un criminel, tant par sa froideur que par les détails qu'il contient. La mère, dans un premier temps, refuse d'y croire. Elle pense à une plaisanterie macabre, mais la police, elle, ne se trompe pas.
Et c'est un détail presque invisible qui va tout faire basculer. L'enveloppe porte l'emblème d'une association caritative peu connue, imprimée sur une petite série de courriers. L'enquêteur en chef, William King, remonte la piste jusqu'à un employé qui reconnaît avoir subtilisé quelques enveloppes pour son usage personnel sans jamais les utiliser toutes. Certaines ont été oubliées dans une chambre qu'il louait. Et la propriétaire actuelle de cette chambre décrit son nouveau locataire. Un vieillard maigre, moustache grise, qui attend justement un mandat de son fils. King décide de l'attendre en personne, seul, comme le voulait l'époque. Quand il se présente et l'invite à le suivre, l'homme se jette sur lui, 2 rasoirs à la main. Mais l'enquêteur parvient à le maîtriser. Une fois interrogé, l'homme avoue tout, sans la moindre once de remords. La famille de la fillette l'identifie formellement. Mais la police soupçonne qu'il y a bien plus derrière cet aveu. Et c'est là que l'histoire devient encore plus vertigineuse. Sa photo, publiée dans la presse, permet à un contrôleur de tramway de se souvenir de lui. Il l'avait vu, des années plus tôt, avec un petit garçon en pleurs qui réclamait sa mère. Ce jour-là correspond exactement à une autre disparition non résolue. Quand la mère de ce garçon vient l'interroger directement en prison, il lui raconte, sans détour, comment il a martyrisé son fils pendant 4 jours avant de le dévorer. Face à l'ampleur de ces révélations, de nombreux psychiatres estiment qu'un tel homme ne peut être jugé responsable de ses actes. Lui-même clame croire profondément en Dieu et affirme que dévorer ses victimes et boire leur sang relevait d'un rituel sacré. Mais malgré les avis psychiatriques, le procès a bien lieu. Le 11 mars 1935, la justice ne retient officiellement que 3 meurtres à son encontre. La police, elle, en soupçonne 15. Et lui-même, dans un aveu à peine croyable, en revendique près de 500. 10 jours plus tard, la sentence tombe, la peine de mort. Et voici la révélation la plus glaçante de toute cette histoire, celle que vous attendiez depuis le début. En entendant son verdict, cet homme ne s'effondre pas. Il exulte, il déclare que mourir sur la chaise électrique sera l'expérience la plus exaltante de toute son existence, le seul plaisir qu'il n'ait encore jamais goûté. Le 16 janvier 1936, à Sing Sing, la prison qu'il connaissait déjà trop bien, on l'installe sur la chaise. Mais le courant ne passe pas du premier coup. Il faut actionner le levier une seconde fois. L'autopsie révélera la raison de cette anomalie. Il s'était lui-même enfoncé des dizaines d'aiguilles dans le corps au fil des années, dont 27 rien que dans la zone pelvienne. Un métal qui avait perturbé le passage du courant et qui, jusque dans ses derniers instants, lui aura offert une souffrance supplémentaire, la dernière d'une existence entièrement vouée à la douleur, la sienne comme celle des autres. Dites-moi en commentaire quel détail de cette histoire vous a le plus glacé. Et si cette plongée dans l'esprit d'un monstre vous a marqué, notre prochaine enquête sur un autre tueur que la police a mis des décennies à identifier ne vous laissera pas indemne non plus.